Bonjour Louis. Et bonjour Liselotte, ravi de vous retrouver pour cette deuxième chronique déjà. Ça Et passe oui. vite. Et vous revenez sur la stratégie de François Bayrou qui s'attaque subitement aux boomers. Oui, ça m'a d'ailleurs fait penser à ce célèbre extrait de Léa Salamé qui a pris les rênes du JT de France 2 cette semaine. Peu importe la question, peu importe la réponse, il faut qu'il y ait un moment, il faut qu'on entende. Moi, mon obsession le matin sur Inter, par exemple, c'est qu'il y ait un moment. C'est pas d'aller chercher et déceler la vérité, c'est qu'il y ait un moment, et que l'auditeur soit surpris. Pour moi, un bon journaliste, c'est quelqu'un qui va faire un moment. Et ce fameux moment, le Premier ministre nous en a offert un beau. Et ça faisait longtemps. Souvenez-vous, en 2009, François Bayrou s'était confronté à Daniel Cohn-Bendit, un échange qui, à l'époque, avait créé une petite tempête médiatique. Je trouve ça ignoble de ta part parce que tu sais exactement ce qu'il se passe quand on est président de groupe. Tu as été député européen, tu sais ce que c'était. Et ce genre de jeu devant les citoyens, eh bien mon pote, je te dis, jamais tu seras président de la République. Très bien. Parce que tu es trop minable. Très bien. Trop minable. Je ne suis pas sûr que vous puissiez, vous, employer le mot ignominie. Si. Je peux. Parce que ça fait partie du langage. Parce qu'il y a un certain nombre d'ignominies que vous, Daniel Cohn-Bendit, n'avez pas hésité à porter. par exemple. Point à la ligne. Par exemple. Point à la ligne. Par exemple. Par exemple, je trouve ignoble, moi, d'avoir poussé et justifié des actes à l'égard des enfants que je ne peux pas accepter. C'est sûr que tu viens là-dessus. Voilà, non, cette fois, notre Premier ministre a décidé de s'attaquer aux boomers. Cette génération qui va de 1946 à 64 et que certains considèrent comme étant une génération de privilégiés. François Bayrou a donc décidé de les cibler. Et j'ai reçu énormément de messages de jeunes qui disent, pour la première fois, on a parlé de nous, parce que j'ai employé le mot qu'ils avaient choisi, eux, de boomers, pour les générations de l'après-guerre, pour les générations du baby-boom, qui ont beaucoup travaillé, qui ont beaucoup fait marcher le pays, qui ont bien mérité de la patrie, comme on dit, mais qui ne peuvent pas se désintéresser de la situation qui est faite aux jeunes Français. Alors cibler toute une génération sans distinction à tout d'un risque, voire d'un suicide, autant politique que médiatique d'ailleurs. Médiatique oui, car après cette sortie, les journalistes, comme Pascal Praud, sont montés au créneau pour défendre les boomers. Excusez-moi, c'est la génération des boomers qui a creusé la dette sans se soucier. Mais arrêtez avec ça. Mais Bien bien sûr sûr que que la si. génération, Mais- c'est pas bah, la bien sûr génération. que si, C'est la génération des 30 glorieuses qui a construit la France. Mais il y a et aussi Vous êtes sérieux? Mais C'est oui. les gens qui ont reconstruit la France. Avec des retraites et vous qui êtes sont- arrivés, avec des petits Non, mais enfants la ou génération- arrière-petits-enfants, non. et vous en avez profité. La géné- Mais cette défense a tout d'une hypocrisie dictée par la moyenne d'âge de l'audimat des grandes chaînes d'information. Car parfois, ce même Pascal Praud se montrait beaucoup plus critique contre cette génération. Vous pensez à vous, hein. Alors vous, les boomers, ça vous pensez à vous, hein. Vous avez mis le pays par terre pendant 40 ans, vous avez tout gagné. Non, les boomers, ça vous êtes magnifiques. Voilà, crédible tout ça. Mais au-delà du médiatique, le vrai problème est politique. Car s'attaquer aux boomers, c'est souvent signer sa non-réélection. Et surtout, comme l'explique l'avocat Pierre Gentillet, cela revient à mettre des bâtons dans les roues aux macronistes. Les propos de François Bayrou, j'ai vraiment bondi de ma chaise quand j'ai entendu ça. Pourquoi ? Parce que l'électorat le plus fidèle du bloc central est celui qui a fait l'élection d'Emmanuel Macron en 2017 et sa réélection en 2022. Je vous rappelle qu'au premier tour, les plus de 65 ans ont voté à plus de 40% dès le premier tour pour Emmanuel Macron. Donc l'électorat le plus fidèle, peut-être même le dernier qui lui reste, c'est celui qui a choisi d'attaquer François Bayrou. Je me suis dit à un moment, je me suis dit cyniquement, mais cherche-t-il à détruire tout ce que le président de la République a fait, ou en tout cas à capter électoralement? Parce que c'était l'électorat, je dis c'était, parce qu'à mon avis, ça l'est plus d'ailleurs, ça l'est de moins en moins, le plus fidèle. Et il y en a un autre qui est monté au créneau pour défendre cette génération, l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, Henri Guénaud. Moi, je trouve cette sortie scandaleuse. Voilà, absolument scandaleuse. Mais elle est cohérente avec tout le reste. C'est-à-dire que l'angle d'attaque qui a été de la question de la dette, qui a été choisi par François Bayrou, conduit à dresser tous les gens les uns contre les autres. C'est-à-dire, alors les jeunes contre les vieux, les gens du privé contre les fonctionnaires, les bien portants contre les malades. Enfin, tout y passe. Hein, tout y passe. Et ce même Henri Guénaud a lui aussi le respect à géométrie variable. Rappelez-vous de ce qu'il disait de ses propres électeurs lors des législatives de 2017. L'électorat qui a voté dans la deuxième circonscription de Paris aujourd'hui, dans le 6e arrondissement, le 5e et une partie du 7e, est à mes yeux à vomir.
à vomir, hein, vous m'entendez bien, c'est-à-dire espèce de entre les bobos d'un côté qui sont dans l'entre-soi, dans le. Les mots que vous employez sont très très durs ce soir. Oui, mais bien sûr, mais maintenant je suis libre, donc voilà, fini l'hypocrisie. Vous êtes présenté devant eux, fini l'hypocrisie. Et alors, ben voilà, mais vous savez, ce sont les mêmes. Et puis donc il y a les bobos, je peux pas en parler dans l'entre-soi de leur égoïsme. Puis il y a cette espèce de bourgeoisie traditionnelle de droite, c'est celle qui va à la messe, qui envoie ses enfants au catéchisme, puis après qui vote pour un type qui pendant 30 ans s'est arrangé à tricher par tous les moyens. Bon, voilà, c'est tout. J'ai voulu aller jusqu'au bout. Je suis allé jusqu'au bout. Un peu pétaigné, vous savez, tous ces gens-là. Mais pour revenir à François Bayrou, après ses attaques contre les boomers et plus globalement contre les Français, on a pu le voir en difficulté lors de son grand entretien du week-end face à toutes les chaînes d'information, et une question posée par Sonia Mabrouk a semblé beaucoup plus virulente que les autres. Il y a une question importante que vous évitez depuis le début de cet entretien, c'est celle, pardonnez-moi j'insiste, c'est celle de la responsabilité. Vous avez parlé des députés. Vos députés MoDem, M. Bayrou, ont voté tous les budgets déficitaires depuis 2017. Eh bien, vous-même, vous avez porté au pouvoir et accompagné, et vous avez un rôle actif, un président de la République qui a aujourd'hui précipité la dette. 1300 milliards depuis 7 ans. Si je remonte à une autre époque, Monsieur le Premier ministre, à une époque pas si ancienne, un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, a bataillé pour le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite. Et à l'époque, je me souviens très bien, vous y aviez dit, ce n'est pas comme ça qu'on va trouver des économies. Ma question est simple. Vous nous dites aujourd'hui en sincérité et en vérité que vous avez lutté contre la dette, mais vous avez voté pour la dette. Alors n'êtes-vous pas responsable de la situation en tant que les autres ? Et on n'est pas à une contradiction près, hein, bien sûr. Nouvelle archive, souvenons-nous de ce que disait François Bayrou avant de le soutenir activement. C'était en 2016. Ça ne marchera pas parce que les Français vont voir exactement ce que cette démarche signifie, ce qu'il y a derrière tout ça. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ? Derrière cet hologramme, il y a une tentative qui a déjà été faite plusieurs fois de très grands intérêts financiers et autres, qui ne se contentent plus d'avoir le pouvoir économique, ils veulent avoir le pouvoir politique. Qu'à travers Emmanuel Macron, ces grands intérêts financiers auraient le pouvoir. Et d'ailleurs, c'est très simple, posez-vous une question, pourquoi ces heures et ces heures de télévision en direct, pourquoi ces couvertures de magazines ? Voilà, très bonne question. Et en parlant de Macron, justement, on pourrait légitimement se demander ce qu'il fait pendant que son Premier ministre lâche prise et que la France s'enfonce dans toutes les crises possibles et imaginables. Eh bien, il trouve le temps, le temps, de faire la promotion d'un championnat de cartes Yu-Gi-Oh! Oui, vous avez bien entendu. Je voulais remercier les équipes de Konami et notre rencontre à la Japan Expo. J'ai toujours ma carte. Et je voulais vous dire simplement, comme je m'y étais engagé, je suis là dans un sommet franco-allemand, donc je ne pourrais pas être avec vous, mais je pense bien à vous tous. Et je sais que c'est un jour important pour Yu-Gi-Oh! Et l'ensemble du monde du TCG qui se retrouve en France. Et c'est pour nous une très grande fierté d'avoir les championnats du monde de votre discipline, d'avoir tous les passionnés du monde entier qui vont se réunir en France et faire vivre leur passion, leur jeu, leur univers. Et donc je voulais vraiment vous dire bienvenue en France, bon jeu, je pense à vous et je suis très fier que vous soyez dans notre pays parmi nous et j'espère vous retrouver bientôt pour continuer la discussion. Et je vais vous dire combien aussi j'ai confiance dans justement le TCG et les perspectives qu'il peut y avoir et je souhaite que la France y soit de plus en plus engagée. Au moins des gens à qui pense Emmanuel Macron. Mais c'est pas une fausse vidéo, hein. Une vidéo à peine croyable. Il doit faire des voix chez les Pokémon, peut-être. Bien sûr, les mais voilà. agriculteurs, ce sera un autre jour. Pour l'instant, il est occupé, Emmanuel Macron. Et c'est d'ailleurs ce que se sont demandé les intervenants sur CNews, hein, qui visiblement étaient choqués par cet extrait. C'est un... Non, mais la conclusion qui est évidente... Mais vous êtes sûr que c'est un vrai ? Oui, c'est un vrai. C'est un enfant. Il joue. Il aime les jeux, il joue lui-même, il a des cartes, il vous l'a montré. On demande, il s'est éclipsé du Conseil des ministres franco-allemands quelques secondes pour aller enregistrer sa vidéo. Mais on peut arrêter l'émission là, à la limite. C'est pas la peine de continuer. Je crois qu'on peut arrêter la France là. C'est effrayant, quoi. Non mais c'est effrayant, je vous assure, c'est effrayant. Faire un tour à Tianjin et puis voilà. C'est effrayant, mais pourquoi Thomas, pourquoi il fait ça ? Pourquoi il fait ça ? J'ai aucune idée, je pense qu'il voit lui une forme de renommée internationale parce qu'on accueille un événement
Visiblement, Ça lui c'est important. plaît. C'est le pire de la Mais pas du tout. c'est Il le joue. pire de la On s'empêche de voir un Non, mais film pas du à tout. la Il télé. joue C'est réellement. terrible, et oui, Mais il joue à Il joue quoi? au Pokémon. Il joue au Pokémon, le président Oui, de la République. non, il fait de la- Pokémon, c'est Yu-Gi-Oh! Et enfin, pour clôturer cette chronique, un extrait du youtubeur Juste Milieu qui révèle comment les Macron manient l'art du gaspillage, pas seulement avec les finances du pays, mais jusque dans la déco tape à l'œil de l'Élysée. Et quand on voit ça, plus besoin de chercher bien loin pour comprendre pourquoi la France s'enfonce dans la dette. Certains choix dans la déco faite par le couple Macron, au-delà d'être moches, sont des choix qui auraient dû créer un scandale national. Parce que pour financer leur goût de chiottes, il faut de l'argent. Il faut de l'argent, et on rappelle que d'ailleurs, ce goût pour la modernisation de l'Élysée avait été assumé par les Macron dès le début. Je vous ai retrouvé un article du Monde du 30 novembre 2018 qui nous dit « Brigitte Macron veut dépoussiérer la décoration de l'Élysée ». On rappelle quand même que Brigitte Macron, à l'âge qu'elle a, elle pourrait avoir une Bible dédicacée, et elle a trouvé que c'était une bonne idée de moderniser un palais qui est peut-être le seul truc plus vieux qu'elle à l'Élysée. Mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et tout ça se fait avec de l'argent, et tout ça se fait aux frais de la princesse. C'est une expression, parce que c'est jamais la princesse qui paye. Je vous ai retrouvé un article de RTL, donc chez nos amis belges, du 11 janvier 2021, qui parle d'une facture de fleurs de 600 000 euros. Voilà. Et ça, par contre, le chiffre n'a pas été revu à la baisse. On nous dit, rien que pour l'année 2020, Emmanuel et Brigitte Macron auraient dépensé la somme de 600 000 euros pour parer leur résidence officielle de Paris de fleurs. On nous dit que le montant dépensé par les prédécesseurs de Macron était 4,5 fois moindre. Donc, non seulement ils ont des goûts de chiottes, ils en profitent pour faire péter la caisse, pour redécorer l'Élysée, mettre des fleurs, de la vaisselle, tout ce que vous voulez, et tout ça en explosant en plus le budget qui avait été alloué à leurs prédécesseurs. Pour vous dire à quel point on se fout, enfin ils se moquent ouvertement du peuple français. Voilà, donc la France macronienne, un pays étranglé par les taxes, miné par l'insécurité, plombé par une dette abyssale, mais avec un palais de l'Élysée fleuri à 600 000 euros, et qui rappelle la rénovation du bureau du maire de Pau, celui d'un certain François Bayrou, qui a coûté pas moins de 40 000 euros. Et vive la France! Vivement que Brigitte Macron explique au petit Emmanuel Macron qu'il est temps d'arrêter de jouer avec ses cartes Yu-Gi-Oh! Et de se mettre au travail. Carrément. Mais Pascal Pro, c'est pas un boomer par hasard? Si, il est de 64, voilà, mais de justesse, c'est un boomer de justesse, on va appeler ça comme ça. On va Voilà, va faire des degrés de boomer. D'ailleurs, il faudrait trouver un autre mot, chers amis, puisque nous sommes sur Radio Courtoisie. Boomer, je crois que c'est... C'est pas évident, parce que c'est un nom. On l'écrit B-O-U-M-E-U-R, et puis voilà. Ouais. Exactement, BOU, voilà. Oui, bah alors là, On a la ça sera un peu solution. long, hein. Merci Franck. Et merci Louis pour cette chronique. Merci Liselotte.